C'est à Vielsalm qu'on vous retrouve avec Jamie pour cette troisième étape de la balade de l'été. Une étape qui nous réserve, vous allez voir, pas mal de surprises. Aux abords de Vielsalm, le château des comtes de Salm nous plonge dans l'histoire médiévale de la région. Découverte ensuite des richesses des villages de Sierreux et Rogerie dans cette étape de 22 km. À la gare de Vielsalm, on retrouve Marie-Ève, notre guide. Comment ça va? Bonjour Antoine, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ben voilà, on va découvrir la région de Vielsalm, mais pas seulement. Hein. Non, moitié Vielsalm, moitié Gouvy cette fois-ci. Et donc ici, on va vraiment partir dans des beaux endroits, des beaux endroits bucoliques. Avec, c'est pas grand bleu, mais ça peut être intéressant parce qu'on voit un petit peu autrement. Il y a des brumes, c'est toujours un peu sympa. Avec pas mal de passages forestiers, hein, c'est pas ça? Mal de oui, tout à fait. Sur des beaux petits sentiers. Je crois qu'on va passer une bonne journée. Ça va, on y va? Oui. Allez, Jamie. Du comté de Salm, ça, ou rien à voir? Oui, ou peut-être des carrières. Ah ouais? Après avoir gravi la colline du Bon Alpha, on replonge maintenant vers Salm-Château qui, autrefois, était la place forte de la région. Absolument. Et on va retomber là quasiment en plein Moyen-Âge. Tu vas voir les deux tours, c'est magnifique. Au château des comtes de Salm. Au château des comtes de Salm, oui. Perdu dans la nature, des tas d'oiseaux. Très beau, très bel endroit. Bonjour Anne. Bonjour tous les deux, bonjour le chien magnifique. Merci de nous recevoir devant le château des comtes de Salm. Plaisir. Un château sans doute chargé d'histoire. Chargé d'histoire, construit entre 1300 et 1350 grosso modo, donc en pleine période gothique. À l'intérieur vous verrez tout est gothique. À l'extérieur, ceci est un arc en plein cintre comme si c'était roman, mais c'est suite à une restauration malheureuse du début du siècle passé. D'accord. Voilà, il y avait, on peut le voir, un pont-levis qui descendait ici parce que le fossé sec qui est là et qu'on ira voir de plus près, passait devant la grosse tour, devant la petite tour et tournait un petit peu autour. Donc c'était l'élément principal de ce qu'on appelait le comté de Salm. Oui, le comté de Salm a été fondé un peu avant et le premier château était à Vielsalm. Mais il n'est pas dans une position très stratégique, tandis qu'ici, on est sur une espèce de terre-plein, de sorte qu'on voit vers le sud, vers l'ouest, vers la baraque de Fréture et vers Vielsalm qui est par là. C'était mieux situé. Donc avec des fonctions principalement défensives. Défensives, absolument. Et ce n'est qu'à partir des années 1500 que ces fonctions défensives se sont estompées et les tours sont devenues la prison du comté de Salm, les prisonniers étant dans la cave, les gardiens au rez-de-chaussée et les officiers ou les chefs au premier étage. Alors la meilleure façon de contempler ce château, c'est de passer par les jardins. Oui, parce que ceci n'est que la poterne d'entrée. Et sur la carte de Ferraris des années 1750, on voit que c'est une toute petite partie. Le château faisait 100 mètres de côté en carré. Et là, on va pouvoir le voir si vous voulez. Eh bien, on te suit. D'accord ? C'est ici qu'on voit que le château était en fait un carré de 100 mètres sur 100 mètres à peu près, dont les tours ne sont que l'entrée. Quand on remontera tout à l'heure, on verra un petit peu une petite partie des caves. Et il y a deux demi-tours accolées qui sont là, pas pour être habitées, mais pour tenir la muraille, et une barbacane qui termine là, en bas. Et en fait, sur les dessins anciens, on voit c'est une double muraille. L'autre muraille, elle est presque en dessous de nos pieds, en fait. C'est ça. Ah oui, Mais ce serait un peu risqué de la dégager, ça pourrait faire des accidents, donc on ne la dégage pas. Et comme ça, on n'abîme pas non plus les racines du magnifique être qui est là. Mais les murs des grosses tours font 5 mètres d'épaisseur, ce qui est énorme. Énorme, en effet. Sur tout le pourtour. C'est un record en Belgique.
tandis que les murs des constructions du château habitable, disons, étaient beaucoup moins épais. Et donc avec le temps, ils se sont facilement écroulés, tandis que la grosse tour, elle s'est érodée, mais il restait quand même une partie de 5 mètres d'épaisseur pour avoir une idée de la hauteur qu'elle avait atteinte. D'accord. Voilà, nous sommes au niveau des caves donc, du château. On voit des meurtrières qui ont été taillées dans de l'arcose. Les meurtrières ont l'air d'être à 1,50 m les unes des autres, mais en réalité, à l'intérieur, vu les 5 mètres d'épaisseur, elles sont les unes à côté des autres en éventail. Et un défenseur pouvait donc voir d'un coup d'œil circulaire dans plusieurs directions. Ok. Après, c'est devenu la prison. Donc nous allons entrer maintenant dans ce qui est la salle des gardes de l'ancienne prison. Donc c'est ici qu'on détenait les prisonniers. Et c'est ici qu'étaient détenus prisonniers et prisonnières, oui, qui étaient sortis de prison, transportés dans la cour de justice du château, qui maintenant est encore une zone plane, mais bon, et torturés. Et puis ils revenaient ici, et puis finalement ils étaient jugés. Et ceux qui étaient condamnés à mort étaient pendus, mais pas ici à Vielsalm, au tiers de justice. Et ils étaient jugés pour quel type de délit? N'importe lequel. Ils n'étaient pas forcément condamnés à être pendus pour tout petit délit. Sorcellerie. Mais les femmes, il y a eu, on connaît bien deux cas de sorcellerie. Une femme qui a été torturée, qui n'a pas avoué qu'elle était une sorcière. Son mari a été torturé pour qu'il avoue que sa femme était une sorcière. Il a été torturé tant et plus et il est mort sous la torture, sans avoir rien dit à propos de sa femme. Ils n'avaient qu'un seul enfant, qui lui aussi a été torturé pour qu'il avoue que sa maman était une sorcière. Il est devenu complètement fou sous la torture. Donc c'est là qu'on voit que la justice n'était pas comme... et les droits de l'homme n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a des délits de sorcellerie qui ont une certaine forme d'ironie maintenant, au pays des macrales, comme on dit. Oui, mais il ne faut pas oublier la vérité historique. Hein. Ceci a été un lieu de souffrance inimaginable. Marie-Ève, on a un petit peu quitté le Gers pour faire un petit détour vers le musée du Coticule. Oui. Mais c'est quoi le Coticule? Le Coticule, c'est une pierre de schiste. D'accord. Une pierre de schiste, d'ailleurs pour te montrer, j'en ai un petit bout dans la poche. Ah ouais. Voilà. Donc c'est une pierre de schiste côté gris, côté blanc. Le Coticule, c'est le côté clair. D'accord. C'est une pierre à aiguiser. Et donc c'est une industrie qui a débuté aux environs 1500. Et qui s'est terminé ici en 1982. Ah ouais. Et donc le Coticule, c'est une pierre qui est unique au monde et qu'on retrouve vraiment ici dans certaines carrières, dans certaines veines de schiste à Vielsalm. Donc elle a été envoyée aux États-Unis pour aiguiser des scalpels, etc. Donc c'est vraiment ce qui fait sa dureté, ce qui fait sa finesse d'aiguisement plutôt. C'est vraiment qu'il y a du schiste qui est relativement mou, si on peut dire pour une pierre, qui est relativement mou, qui s'use bien, qui libère des toutes petites particules microscopiques de spessartine, qui est grenat, c'est comme un grenat. Et donc, chaque fois, ça aiguise bien, c'est très très dur, c'est vraiment les deux mélangés. Et comme le schiste s'use plus vite, on retombe sur des petits grains de spessartine qui se remplacent automatiquement et qui aiguisent très finement les couteaux. D'accord. Voilà. Et donc toute cette histoire, on peut la retrouver ici au musée? Oui, c'est ça. Donc pierre aiguisée principalement. Et alors maintenant, ça c'est un morceau qui est tiré de la roche. Et maintenant, en général, on coupe des morceaux de coticule blanc et on le colle à une partie grise. Donc on voit qu'il y a une petite ligne entre les deux parce que c'est plus facile que de trouver juste le bon endroit pour la veine où il y a les deux ardoises.
Voilà, donc le témoin Voilà. d'une activité révolue maintenant dans la région. Je propose de reprendre notre route vers le Gers parce qu'on a encore un peu de route. Oui. Hein. Le Gers nous emmène à Sierreux, Marie-Ève. Et oui, la commune de Gouvy et donc le parc naturel des Deux Ours. Bonjour Henri. Bonjour, n'est-ce pas? Merci de nous accueillir au plein cœur du village de Sierreux, un village que tu connais bien, dont tu es l'habitant. Oui. Comment on pourrait le décrire justement ce village de la commune de Gouvy et non de Vielsalm? Exactement, mais qui était auparavant dans le comté de Salm. Le village est un village pas très grand et qui à l'époque ne comptait que 12 maisons en fait. Une douzaine de maisons fermes chaque fois. Il n'y avait pas encore de maisons de journaliers. Et ces 12 maisons ont valu au village la construction vers 1704 d'une chapelle relativement importante. Et financée par qui, par quoi? Par les dons des pèlerins qui venaient invoquer Saint-Roch, le patron de la chapelle, et Saint-Monon, le patron Monon de Nassogne, oui, qui était le patron qu'on invoquait pour la santé du bétail. Saint-Roch, par contre, ça évoquait la peste. La peste de 1636, parce qu'en fait, en 1636, il y a différents siècles de peste, mais celle-là était assez importante. Et en 1636, on a édifié dans le nord du village, là tout en haut, une petite chapelle Saint-Roch, et qui a été l'objet de dons importants qui, à ce moment-là, ont permis de construire celle-ci. C'est ça. Alors cette chapelle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, c'est une chapelle qui est édifiée sur le plan mononef. Il y a une chapelle comme ça à Watermal, à Ranglais, à Langlire. Toutes ces chapelles du début du XVIIIe siècle, 1700, 1715, 18, etc., sont typiques avec leur chevet à 3 pans. Donc il n'y a qu'une nef, chevet à 3 pans, mais elles n'étaient pas comme maintenant ici, elles étaient enduites et blanchies à la chaux, comme certaines le sont encore à Langlire, Watermal, etc. À l'extérieur. À l'extérieur, oui, à la chaux à l'intérieur également, mais oui. pas enduites à ce moment-là. À l'extérieur. Oui, oui. Alors parmi les autres bâtiments importants, on va dire historiquement parlant du village, il y a l'ancienne tannerie. Je propose qu'on y fasse un petit tour s'il y a possibilité. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est la variante du village avec son eau, ses puits, son ruisseau pour la vie quotidienne. Et là, la tannerie, c'est vraiment l'eau comme énergie hydraulique et qui a animé le moulin et la tannerie. Un endroit quelque peu hors du temps, ici tout près de la tannerie de Sierreux, Henri. Oui. C'est un Oui. bâtiment qui date de quand ça? Début 19e, disons que les charpentes ont été façonnées, si je puis dire, en 1805. Donc c'est l'époque où le marchand tanneur qui a racheté l'ensemble des biens seigneuriaux, ici c'est un moulin comtal de Salm, le marchand tanneur à ce moment-là a fait débuter, abattre des chênes pour commencer la construction d'une tannerie qui était vraiment nécessaire à l'époque, ou en tout cas productive, parce que c'était l'époque des campagnes de Napoléon et les armées avaient besoin de beaucoup de cuir. Donc c'était le métier par excellence qu'on pouvait mettre en route. Voilà. Donc cette construction a commencé en 2 temps, dans un petit centre industriel qui était déjà en place, le moulin banal, le moulin à scie et le bois, une autre petite tannerie ici à 20 mètres, et tout un petit pôle industriel a commencé à se mettre en place
Et voilà. Donc la tannerie a été construite sur des 2 niveaux en moellon. Et là-dessus, en 2 étapes, on a établi une charpente en pan de bois, donc, pour que les pots qui avaient été tannés puissent se faire ventiler par simple courant d'air à travers les lambrissages. Et le lambris que l'on voit encore ici, l'essentage plutôt à l'est, est encore hérité de cette période-là, début 19e. Le reste a été aménagé, on a mis des briques dans les pans de bois, mais c'est toujours le bâtiment initial. Elle a été active jusque quand cette tannerie? En tout cas, elle a été industrielle jusqu'en 1912, peut-être pas comme tannerie, mais voilà, elle a été vendue en 1912 par le dernier industriel, Alphonse Grandjean, je pense. Donc après Sierreux, le village de Rogerie, toujours en commune de Gouvy, un village millénaire. Oui, plus que millénaire. On retrouve déjà des origines du village en 350 avant Jésus-Christ. À D'accord. cause de quelques perles, des pièces en bronze qu'on a retrouvées, voilà, qu'on a pu dater. Donc c'est vraiment un village très ancien. Et il est encore très rural aussi. Donc, Ouais, on il y voit a que c'est encore bien conservé. Hein. Oui, il y a encore de belles bâtisses avec de la pierre, entre autres, de la pierre d'Arcose. L'église est en Arcose aussi. Et donc, les habitants du village de Rogerie ont bu l'eau, entre guillemets, du ruisseau jusque dans les années 50. Ils n'avaient pas encore l'eau dans le village. Ah ouais. Il y avait des bacs sur la route principale. Et c'est seulement à cette époque qu'on a aménagé les canalisations. Magnifique ici, Marie-Ève, le pré au Tambal, Oui, à la sortie du village de Rogerie. c'est ça. Donc le pré au Tambal, c'est un champ d'une certaine surface, traversé par un ruisseau. Et technique ancestrale aussi, ils utilisent un moyen d'irrigation qui s'appelle l'abissage. C'est ça. Donc c'est classé au patrimoine culturel et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est le seul endroit en Belgique où c'est encore pratiqué actuellement par quelques passionnés qui viennent vraiment entretenir ces micro-canaux. Donc ils l'ont remis au goût du jour. Ils l'ont remis au goût du jour, mais ça se faisait dans les années 1900. Et donc il y a un ruisseau avec des prairies très maigres, on est à 480 mètres d'altitude, donc peu de végétation, etc. Et le fait d'avoir une dérivation du ruisseau qui passe un petit peu plus haut et qui, par un jeu de mini-écluses avec des planches en bois, etc., permet de faire couler l'eau perpendiculaire pour avoir de l'irrigation, permet à la végétation de se développer beaucoup plus tôt au printemps. Et donc c'est tout ça qu'ils ont remis vraiment entre eux et qu'ils entretiennent. Depuis, les travaux ont été réalisés sur ce qui restait de 1900 en 2012, 2013, quelque chose comme ça. D'accord. Alors ici on a un peu dévié du parcours, mais c'est pour aller découvrir une source qui était récemment
remise à neuf par un comité local. Oui, très bien. Salut Benoît, Salut, ça va? bien à toi. Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir à Bêche, dans le centre du village que vous venez de revaloriser en quelque sorte avec notamment la rénovation de la source, une ancienne source. Donc voilà, on a rénové suite à deux appels à projets de la CLDR. On a rénové ici la place où il y avait l'eau qui alimentait dans le temps Bêche et Sam-Château, qui était une place, enfin un endroit qui était vraiment à l'abandon. Donc suite au projet, on a pu rénover ces deux parties-ci. Et on a fait aussi un appel, au deuxième appel à projet, on a pu faire un parcours photo qui rejoint la source au jardin partagé, qui est un troisième projet de la SBL. Voilà, votre ASBL, depuis plusieurs années, elle cherche à développer divers projets dans le village de Bêche. Comme son nom l'indique, c'est Positive Attitude, donc c'est développer des projets positifs et autour de l'art et de rassembler les gens autour de projets conviviaux. Tu as des exemples, au-delà du jardin partagé que tu as mentionné, de cette source que vous venez de rénover? Alors la SBL est assez diverse, ce n'est pas une ASBL villageoise, c'est plutôt une ASBL qui rassemble des personnes d'un peu de toute la région, de plusieurs communes avoisinantes. Et alors on organise le festival Rocartitude, on organise le marché des artisans qui a lieu au mois d'août, on fait la bière L'Entrepote et on a divers projets, le jardin partagé, de la source et des petites activités, des petits concerts qu'on fait au local chez nous. Alors les gens du village peuvent s'alimenter en légumes grâce au jardin partagé, c'est ça? Les gens du village peuvent s'alimenter aux légumes. En saison, on fait un petit marché de temps en temps le vendredi soir au local, ce qui permet aussi de retrouver les gens autour d'un petit verre et tout ça. Et puis alors le but c'est surtout d'échanger et les rencontres, parce qu'on a 3 balades maintenant qui passent sur le village de Bêche. Donc c'est aussi des rencontres par rapport aux personnes qui passent par ici qui sont vraiment très enrichissantes. L'histoire du village, c'est important aussi au niveau de votre ASBL. On en veut pour preuve le monument que vous avez érigé il y a quelques mois qui est derrière toi. Voilà, donc on a fait un monument qui reprend un peu les victimes qu'il y a eu au moment de l'offensive. Et voilà, on a Guy Deblire qui est un peu, on va dire, l'ancien du village, point de vue historique et tout ça, avec qui on a souvent des chouettes conversations. Et avec qui on a aussi fait une fois une soirée où il a raconté toute l'histoire du village, de l'offensive et tout ça, et où on a eu vraiment un beau succès. Mais voilà, c'est toujours des moments d'échange conviviaux et qui font chaque fois découvrir des petites anecdotes et des choses comme ça. Voilà, autant d'initiatives qui font vivre ce village de Bêche. Je te propose de nous suivre jusque le dessus du village, comme ça nous on pourra rebifurquer vers le GR. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ces différents projets. Avec plaisir. Merci bien. On est bientôt de retour à Vielsam. On emprunte un chemin qui longe des zones à haut intérêt biologique. Exactement, oui, ce sont des réserves naturelles. Et comme il y avait beaucoup de carrières à Vielsalm, ce sont des éboulis rocheux qui sont maintenant classés, puisque les carrières ne sont plus exploitées. D'accord. Et on a vraiment une richesse vraiment très, très intéressante au niveau de mousse, lichen, ornitho, etc. Et donc voilà, c'est ce qui fait de Vielsalm vraiment un pôle nature très très intéressant. D'accord.
aussi dans le parc communal de Vielsalm. On a parlé tantôt de sorcellerie au château des Comtes de Salm. Je ne sais pas si on va se faire ensorceler, Marie-Ève, mais on est entouré de macrales ici. Elles n'ont pas l'air très bonnes, hein? Non. Même Jamie est quelque peu effrayé. Avec qui on peut parlementer? Ah, je vois que quelqu'un lève le doigt. Et c'est Philippe, le président des macrales de Vielsalm. Bonjour. Bonjour. C'est quoi les macrales? Ça représente quoi en fait ici à Vielsalm et depuis combien de temps votre confrérie existe? Comme vous le voyez, ça représente un groupe de sorcières puisque macrale c'est en wallon une sorcière. Donc voilà, nous existons depuis 1955, donc l'année prochaine en 2025 on va fêter nos 70 ans déjà. Alors, ça consiste en quoi? Nous sommes un groupe d'animation de cortège. Donc partout où il y a des fêtes, des carnavals, etc., cavalcades et autres. Et puis tous les 20 juillet, où nous avons un traditionnel sabbat, où là, Belzébuth est parmi nous. Donc c'est un instant magique. Et là, ça se fait en wallon, c'est un son, lumière, artifice en wallon. D'accord. Et la légende des macrales, elle vient d'où? Ah, la légende, c'est justement, ça a été inventé en 1955 par nos premières macrales en gros. On leur avait demandé de créer un groupe pour animer Vielsalm puisque le comité de fête avait eu l'idée de créer une fête des myrtilles. Donc comme on a un lieu dit Bon Alpha, un peu mystérieux, ils ont été imaginatifs et là ils ont dit il y a des jeunes qui ont été chercher des myrtilles au Bon Alpha. Et ils sont partis pour la journée et puis ils essayaient d'en trouver, pas de myrtilles, pas de myrtilles. C'est vrai qu'il avait gelé, etc. Donc les conditions météo n'étaient pas favorables, c'était peut-être normal. Sauf qu'en redescendant, ils ont rencontré une vieille dame qui s'appelle Gustine Maca et elle avait un panier, un tchéna rempli de myrtilles. Et là, elle les a invités à venir chez elle pour venir prendre un petit henna et manger du tchatcha somme toute. Et elle les a changés en macrales. Depuis lors, il y a un groupe de macrales à Vielsalm. Et ce groupe de macrales a défilé dans toute la Belgique et même au-delà. On a fait la Belgique, effectivement. Puis tout ce qui est limitrophe, le Grand-Duché, l'Allemagne, la France, la Suisse, le Luxembourg. Et nous avons aussi le grand privilège d'aller représenter la Belgique à un festival international du folklore à Pékin, donc en Chine. Et partout où vous allez, vous faites déguster un alcool qui est propre à votre confrérie, c'est ça? Non, pas partout où on va. C'est seulement le 20 juillet, quand on fait notre sabbat. Là, on reçoit des futurs intronisés, des futurs barons, parce qu'on a un ordre comme les confréries, somme toute. Et là, on intronise des personnalités, et c'est là qu'on leur fait déguster notre breuvage, qui est la pichotte de macrale. D'accord. Et bien voilà, maintenant nous allons vous inviter à déguster notre petite pichotte. Avec plaisir. Donc c'est Léopoldine, Lino Avoumé. On va servir un petit henna. On va bien vider. Est-ce qu'il y a encore des membres qui sont des membres fondateurs qui étaient là en 1955 parmi les macrales? Il en existe encore un, Pierrot Lannoy, qui est membre fondateur, donc il a 84 ans maintenant. Et qui participe encore d'une manière assidue quand il peut, aux différents cortèges, tout ce qui est local, quoi, parce que c'est vrai qu'on a les cortèges, mais on a aussi des activités locales. Amidji Sareberon Cavouzel. Hein. Ah, et ben voilà. C'est à la bonne route. Et des macrales ici à Vielsalm que l'on va refermer cette émission. Merci aux macrales pour leur accueil. Marie-Ève, merci de nous avoir guidés au cours de ces 3 étapes. Très agréable. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Manet. D'ici là, portez-vous bien et santé. Santé.